Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, bienvenue à Africable Télévision, Rites et Traditions. Je déclare l'état de bonheur permanent. L'insolite, l'inhabituel, le surnaturel et la mystique régissent la vie africaine. Très souvent, ces opinions traduisent une totale méconnaissance ou un mépris souverain du savoir-faire et du savoir-être d'Afrique. Rites et Traditions est une émission qui souhaite tirer des traditions africaines des choses très utiles pour le présent. Car pour l'occidental, disons plutôt pour l'homme moderne, tous les phénomènes non encore expliqués par la science tombent irrémédiablement dans le vaste domaine du hasard ou de la fatalité pour ceux qui sont encore croyants. Mais pour l'Africain, rien n'est dû au hasard. Tout a une explication. Il n'y a pas d'effet sans cause, encore moins de cause sans effet. Les Keltamachak, ce sont les hommes libres. Tamashak, ça peut indiquer la langue. Keltamachak, c'est ce peuple qui parle la langue Tamashak. Mais les Keltamachak sont répartis dans différentes aires géographiques. Nous avons des Keltamachak au Mali, ceux de l'Adrar, ceux de l'Azawar, c'est à Menaka. Nous avons les Tamashek dans la région de Tombouctou, la région de Gao. Au Niger, nous avons les Kelayar, particulièrement. Et en Algérie, nous avons plusieurs aires géographiques Tamashek. Il y a ceux de Djanet, il y a ceux de Taman Rasset, il y a ceux de l'Algérie aussi, dont je viens de parler, et en Libye. En Libye aussi, nous avons des Tamashek. Mais d'aucuns disent qu'ils sont des Berbères. Ils sont originaires, ils ont la même origine que les Berbères et que les Amazirs. Que les Amazirs aussi se disent Berbères. On met tout ça dans le même ordre d'idées, dans le même plan culturel, dans le même plan. Ils ont tous le même fondement ou bien la même fondation culturelle, c'est les mêmes racines. Donc c'est quel Tamashek, ailleurs on va dire Tamaziq, quelquefois on dit Tamahak, comme au Niger ou bien à Menaka. Et ceux de la sous-région, par exemple, les Keltamachak sont presque tous originaires des souks. Et Souk Tademaka, c'est une cité qui a vécu du 8e au 15e siècle. Et il se trouve que les Oudalen même, qui sont au Burkina, ils viennent des souks. Les grandes confédérations de Tombouctou, Tamashek, qui sont là-bas, viennent des souks, ce sont les Keltademakat. Et les Woulimenden, dont on connaît leur grand patriarche Féroun, eux aussi, ils viennent des souks. Ce sont les Imouchars, ce sont les Woulimenden. Et aussi, quand ils sont partis dans la région de l'Azawar, dans la région de Menaka, ils se sont divisés. Une partie est partie vers le Niger, Keldignit, d'autres sont restés à Menaka, les Kelataram. Donc c'est un peuple qui a beaucoup bougé. Il y a eu de grandes vagues de migration de ces peuples-là, mais quand même c'est le même fondement. Alors ce que je veux comprendre, quand vous me parlez de Azawad ou Azawak, comment vous dites Azawar. Alors c'est une aire géographique, une aire culturelle ou qu'est-ce que c'est? C'est une aire géographique et culturelle. Tout comme le Wassoulou? Tout comme le Wassoulou. Le Bélédougou? Tout comme le Bélédougou, mais dans la région de Menaka. Dans la région de Menaka, c'est le terroir des Woulimenden, nous on dit Imouchar. C'est leur terroir. Alors quelle était en fait l'organisation sociale de cette communauté-là? Cette communauté, au départ, était hiérarchisée. Même si maintenant tout semble être uniformisé, légèrement. Donc au départ, il y avait les grandes fractions des grandes notabilités, les nobles. Ensuite, il y a d'autres fractions qui suivent, qui sont moins nobles comme les Imrad, mais sont des hommes libres. Ensuite, il y a les marabouts. Il y a aussi, qui sont les lettrés bien sûr. Il y a aussi les captifs, ou bien comme on appelle les bellas. Donc c'était, les forgerons aussi ont leur caste à part. C'était hiérarchisé. Et aujourd'hui, cette hiérarchisation commence à prendre fin et chacun, selon ses moyens, se détache de cette hiérarchisation. Il y a une sorte de démocratisation culturelle, démocratisation sociale qui s'opère quand bien même les féodaux ont toujours leur part de supériorité et les anciens vassaux aussi reconnaissent que
ceux-là sont supérieurs d'une certaine façon, quand bien même cette évolution ne permet plus cela. Dites-moi, Jean-Pierre, oh c'est Mohamed Tita, Jean-Pierre, Tita c'est... Mais on nous dit, nous on entend Touareg, on entend Targui, on entend Tamashek. Quelles peuvent être les différences? Touareg, c'est un terme arabe. D'aucuns disent que ce sont les gens bannis, mais l'acception, le terme le plus acceptable, c'est les guides. Touareg, c'est les guides. Et depuis le temps médiéval, un peu même avant, ceux qui ont traversé le Sahara étaient guidés, parce que le Sahara est une zone extrêmement difficile. Seuls les Touaregs sont les maîtres de ce terrain, qui connaissent très bien cet environnement, et ce sont eux les guides des caravaniers, les guides de toutes sortes de commerçants qui traversent le désert, qui quittent le Maghreb pour venir au sud du Sahara faire du commerce inversement. Donc, Touareg, pour moi, c'est le guide, ceux qui montrent le chemin. Mais Touareg, quand les Français, les colonisateurs, sont eux qui nous ont colonisés, quand les colonisateurs sont arrivés, ils ont pris ce terme, ils l'ont adopté, ils l'ont généralisé. Tous ceux qui parlent la langue tamashek, on dit les Touaregs, un Targui, une Targuiate. Par exemple, on ne dit plus une Targuiate, le terme a évolué. Mais c'est un terme péjoratif d'une certaine façon que les Arabes utilisent. Mais je dirais que les Keltamashek ne connaissent pas ce nom. Ce nom n'existe pas en tamashek. Le mot Touareg n'existe pas, Targui n'existe pas, Targuiate n'existe pas en tamashek. Et il s'appelle Keltamashek. Keltamashek, c'est... Ceux qui parlent la langue tamashek, ceux de l'ethnie qui parlent la langue. Qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de Keltamashek, vous avez dit que la société était hiérarchisée. Et quels étaient les mécanismes de socialisation de l'enfant tamashek? L'enfant tamashek, jusqu'à 6 ans, c'est l'éducation maternelle. C'est la maman qui s'occupe de l'enfant sur tous les plans éducatifs. Et c'est après, à partir de 7 ans, que le père prend l'enfant, si c'est un garçon, et lui montre la voie des hommes. Comment conduire le troupeau, comment s'orienter la nuit, comment repérer les pâturages, comment traiter les maladies des animaux, tout ce qui tourne autour de l'activité pastorale, le père lui indique ça, et même les trajets de longue distance pour quitter chez soi, aller ailleurs, parce que c'est une permanence, c'est un mouvement permanent de transhumance. Donc le père éduque l'enfant dans ce sens. Et la maman continue avec la fille. Et je dirais que la fille, en milieu Keltamashek, est très libre. Très, très, très libre. C'est elle qui choisit son conjoint. C'est la maman qui fixe la dot. Et la fille, quand elle se marie, elle vient avec son habitat qui lui est propre. La tente appartient à la femme. Elle vient avec son habitat. L'homme est un étranger dans la tente. Parce que l'homme, il est là pour subvenir aux besoins familiaux. Il part en déplacement, il revient s'occuper, il amène les vivres et les gros travaux, c'est lui qui les fait. L'homme est un étranger, il a uniquement sa selle, il a sa petite monture là, ses petits bagages dans un coin. Tout le reste, c'est pour la femme. La femme est maîtresse de ménage. Et c'est le terme même qui convient, maîtresse de ménage. Bon, on ne parlera plus de mariage, mais comment on demandait la main de la fille Keltamashek? C'est très simple, en milieu Keltamashek. On envoie une délégation, le prétendant envoie une délégation, et ça se négocie. Ça se négocie, et cette négociation, à travers la dot, c'est la maman qui fixe la dot. La maman, elle se met dans un coin par derrière, les négociateurs commencent, parce que quand on demande la main, c'est à ce moment même qu'on demande, on fixe la dot. Et
Le père dit, ah, pour la dot, c'est la maman. On négocie, la maman fixe son prix. Et la dot commence d'abord par la valeur de la maman. Si la maman a été dotée à 500 000, elle ne pourra jamais admettre que sa fille soit moins de 500 000, quand bien même les données ont changé. Oui. Donc elle fera tout pour que sa fille soit à 500 000 ou plus. Oui. Et c'est de là que les négociations vont commencer. Ah, vous savez, les temps sont durs maintenant, ce n'est plus comme avant. Au lieu de payer 20 chèvres, on va payer 10 chèvres. Et la dot appartient à la fille, d'avance. Quand la dot est fixée à 20 chèvres, par exemple, ou bien à 500 000 francs, les 500 000, c'est pour la fille. Et maintenant, la maman avec la fille vont convenir de ce qu'il faut faire avec les 500 000. Faut-il payer du mobilier? Faut-il faire tel achat ou tel achat? De toutes les façons, c'est pour la fille. Et quand la fille rentre chez son mari, elle vient avec sa tante, elle vient avec sa dot, surtout si nous sommes en milieu pastoral, elle vient avec ses chèvres, ses moutons. Et l'homme n'a pas le droit de toucher à une chèvre ou un mouton appartenant à son épouse. Elle va demander d'abord. C'est un bien qui lui appartient et ce n'est pas socialisable. C'est privé. Mohamed Tita, dis-moi, le port du turban, quelle est son importance dans la société Khel Tamashek? Le port du turban, d'abord le turban, pour qu'on le porte, c'est pour faire face au climat. D'abord, pour se protéger du soleil, pour se protéger des aléas climatiques, en général le vent, le froid, la chaleur, d'abord. Et ensuite, ça fait partie du vêtement. Ça fait partie du vêtement et la façon de porter du turban aussi peut montrer sa classe sociale. Le turban se porte aussi dans certaines cérémonies de façon très particulière. Mais le turban, il est surtout adapté au mode de vie de Khel Tamashek, un mode de vie nomade. Et il peut servir même comme linceul quand il décède dans un endroit où on n'a pas les commodités pour trouver un linceul, il peut même servir de linceul. Et le turban est un élément de protection. Nous avons plusieurs types de turbans, mais généralement les gens préfèrent Achash. Le chèche, c'est ce turban léger. Il peut être de différentes couleurs et il est très pratique, infrançable. Et l'autre type de turban, c'est Alacho, Tagelmoust. Alacho, c'est un type de turban qui vient du Nigeria, qui est fortement teint d'indigo, qui teint la peau. Et c'est ce teint de la peau-là que les Européens ont constaté, on appelle ces hommes-là les hommes bleus, parce que ça déteint la peau. Et surtout, ce qui est intéressant, ce indigo-là est très bien pour la santé corporelle. Pour la santé corporelle. Et même contre la réverbération, contre l'insolation. Cet indigo-là, il est très bien, il protège. Souvent, on dit aussi que le turban, ça indique la classe dans la société. Et il se trouve que la façon de porter le turban aussi indique l'individu. Un monsieur, dès que je le vois à distance, je sais que c'est Ibrahim, je sais que c'est Mohamed, je sais que c'est Al-Husseini. Selon le port de son turban. Et ces individus, quand ils enlèvent les turbans, on ne les reconnaît plus. Oui. On ne les reconnaît que lorsqu'ils portent le turban. Donc ils s'identifient au turban. Le turban est un facteur, ça fait partie de l'habillement. Je ne cesserai de le dire. Et dans certaines fractions, le port du turban, c'est tellement généralisé que chacun porte n'importe comment le turban. Et cette évolution s'est opérée il y a plus de 50 ans, depuis la génération de ceux qui sont partis en Libye, les jeunes qui sont partis en migration, en exode. Ils ont été en contact avec d'autres cultures, ils étaient rompus. Ils ont rompu avec leur culture d'origine et quand ils sont revenus,
ils ne pouvaient plus s'habiller, ils ne pouvaient plus porter le turban comme on le porte de façon normale dans le terroir, et ils le portent n'importe comment. Et c'est comme ça que le port du turban s'est généralisé. Les femmes ne portent pas le turban? Non, les femmes ont leur voile. Elles ont leurs vêtements qui servent aussi de voile. Donc, ce n'est pas la peine de porter le turban. Vous nous avez dit aussi que le turban, c'est une protection. Donc, ça peut protéger contre la chaleur et ça peut protéger contre le froid aussi. Alors, maintenant, les différents rites, est-ce qu'il y a d'autres rites tels que les rites funéraires? Quels sont les rites funéraires en milieu tamashek? L'islam est venu tout aplanir. Et le peuple tamashek est un peuple essentiellement musulman. Donc, avec la colonisation culturelle arabe, ce peuple a laissé ses us, ses coutumes, ses traditions. Et ce peuple s'est complètement aligné sur la culture islamique, la culture arabe, de sorte que beaucoup de traditions qui existaient, ces traditions ont disparu et tendent à disparaître totalement. Sinon, il y avait des rites, il y avait les rites du port du turban, le port du turban, c'était un rite, par exemple, et la mariée, il y avait des rites autour de ça, mais tout est démocratisé. Et maintenant, on a tendance à ne plus voir ces choses. Quand bien même dans certaines régions, on essaye de ramener cette tradition. Dans certains festivals, comme à Timea au Niger, comme à Djanet en Algérie, et comme à Tombouctou, même dans les familles tombouctiennes, on essaye de ramener ces rites-là, ces traditions, mais généralement, c'est à l'occasion de certaines manifestations précises, mais ça tend à disparaître. Oui, mais je parle de rites funéraires, il s'agit des enterrements. Non, il n'y en a pas, c'est musulman. C'est musulman. Uniquement. C'est musulman. Oui, d'accord. Et maintenant, l'alimentation. L'alimentation, c'est un peu pastoral. Ce sont des éleveurs. Ouais. Donc, leur alimentation tourne autour de l'élevage. Le lait, le fromage, le beurre, tout ce qui accompagne le lait. Mais les hommes, quand ils voyagent, ils vont dans les villes, ils apportent du mil, ils apportent de la semoule, des pâtes alimentaires pour varier l'alimentation. Sinon, généralement, l'alimentation, c'est ça. Oui, mais qu'est-ce qui justifie ou qu'est-ce qui explique l'habitat sous les tentes? Parce que le tamashek, même si tu le mets dans une villa, il n'est à l'aise que sous la tente. Voilà. D'abord, il faut savoir que le peuple tamashek a vécu des périodes de razzia. Depuis le Moyen-Âge jusqu'à dans un passé récent, jusqu'à l'avènement de la colonisation, c'était des périodes de razzia. Donc il fallait trouver un habitat adapté à ce train de vie. Et l'habitat le plus adapté, c'est l'habitat des tentes. Ça se plie en moins de 30 minutes. Ah oui. On installe le campement en moins de 30 minutes. Et l'habitat aussi, vraiment, est adapté au climat saharien. L'habitat, ça peut être en pot, ça peut être en toile. Le vélum peut être en pot comme il peut être en toile. Et la toile, c'est du tissu usagé. Généralement, elles portent leur tongo, leur toge là. Et quand c'est un peu usé, ils appellent leurs voisines, elles font coudre la tente. Et ceux qui ont les moyens, c'est les peaux, soit la peau de chèvre, soit la peau de mouton. C'est le petit bétail. Et 32 peaux en moyenne pour une tente. Et la peau, on la teint d'ocre, et puis on met de la graisse animale en surface. Tout ça, c'est raison. Parce que l'ocre est un isolant thermique. Ah. Et la graisse empêche à l'eau de traverser la tente. Oui. Donc, la tente devient imperméable. Et la tente, elle se fixe, elle est orientée de sorte que l'air ambiant circule sans problème. Et la réverbération du soleil aussi n'est pas gênante. Quand le soleil est d'un côté, on fait rabattre ce côté, on ouvre de l'autre côté. Et la tente n'est pas faite pour venir s'installer dedans. Et dans la tente, il y a des compartiments. La femme en son
à son côté, l'homme à son côté, les autres ont leur côté, il y a le salon. Ce petit espace que vous voyez, on a l'impression que c'est un vide, mais en réalité c'est plein. Symboliquement c'est riche. Et chaque coin de la tente a une signification, chaque coin de la tente a une valeur. On ne vient pas avec son véhicule à côté d'une tente. On ne vient pas avec son chameau, son dromadaire à côté d'une tente. On s'installe à une certaine distance qui permet aux habitants de savoir qu'il y a un étranger. Et en ce moment, l'étranger est reçu par l'homme. C'est l'homme qui va recevoir l'étranger. Et pour lui demander, il est de passage ou bien il séjourne. En ce moment, on prend les dispositions. S'il y a des repas, même si on vient de faire cuire le repas, on lui donne intégralement le repas. C'est à lui de savoir que la famille n'a pas mangé, on lui réserve sa part. Et la tente, on ne rentre pas dedans comme on veut. Parce que, je l'ai dit, c'est structuré. Un homme qui se respecte, il vient à distance, il reste là-bas. Et surtout, n'oublions pas qu'autour de la tente, il y a les animaux, il y a les petits bétails. Nous sommes dans un temps moderne, le monsieur il vient avec sa moto, il gare à côté, mais tout le troupeau va partir. Il va laisser sa moto à une distance telle qu'on sait que c'est individuel. Et puis, la nature, elle est ouverte, ce n'est pas la forêt. On voit tout le monde de loin. Les tentes sont espacées à un minimum de 5 km, à moins que ce soit des regroupements de parents ou d'amis qui se retrouvent. Sinon, c'est une société individualiste, mais pas égoïste. Chacun a sa tente. Le monsieur, il est marié, il est avec sa femme dans sa tente. Quand il vient dans un pâturage, il est isolé. La femme, elle est isolée. Elle gère son ménage isolement. Mais ce n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est pas, c'est le mode de vie qui le fait comme ça. Parce que la femme, le troupeau ne doit pas se mélanger aux autres troupeaux. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ces aspects, alors on a les hags, on a les hymnes, nous avons les wallets. Qu'est-ce que ça traduit? En arabe, on dit Ibrahim ibn Mohammed, Ibrahim fils de Mohammed. Mais si c'est un tamashek, on va dire Ibrahim Ag Mohammed. Chez les Arabes, ils vont dire Mariama Mint Omar. Chez les tamashek, on va dire Mariama Walet Omar. Walet, c'est la fille d'eux. Ag, c'est le fils d'eux. Voilà. Donc il n'y a pas les noms de famille comme au sud, les Traoré, nous sommes à Sikasso. Chez nous, ce n'est pas ça. C'est Ag, fils d'eux. Walet, fille d'eux. Voilà. Alors, il ne reste plus qu'à vous remercier pour toutes ces informations. Et comme on le dit, on vous souhaite de vivre longtemps pour pouvoir davantage nous informer sur la société Kel Tamashek. Je vous remercie. Merci bien. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité à Africable Télévision, la première panafricaine. Je suis cependant au grand regret de devoir vous annoncer cette désagréable nouvelle. Et oui, c'est tout pour Rite et Tradition aujourd'hui. Mais n'ayons pas peur de le dire et surtout, n'ayons pas honte de le reconnaître. Les intellectuels africains ont décroché tous les titres universitaires en vue d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe. Malheureusement, il demeure encore et toujours des analphabètes culturels à l'entrée du vestibule de la mémoire perdue de nos ancêtres. Comment alors promouvoir ce que l'on ignore? Chauves-souris, ils sont d'Afrique, mais surtout d'ailleurs. La bouche noire, le ventre à Paris, la tête en Amérique, les yeux en Asie. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, prenez soin de vous, car chaque émission à Rite et Tradition est un questionnement. Ce que l'on apprend de la culture d'autrui, vaut-il ce que l'on oublie de soi? Fils et filles d'Afrique, il ne s'agira pas pour nous d'effectuer un retour aux sources. Oh que non! Il nous appartiendra d'examiner l'état de notre conscience afin de faire recours à nos traditions, car il ne saurait y avoir de développement économique, social et politique sans un rayonnement culturel adéquat. Convaincu que nul ne viendra construire l'Afrique à la place des Africains, que la force culturelle soit avec vous. Ciao, à la joie de vous retrouver la semaine prochaine et que votre semaine soit merveilleuse sur Africable Télévision.